d'accord, et c'était de me lancer dans quelque chose où à la limite j'avais rien à faire, mais qui moi m'a fait rêver, quoi. Ça m'a fait briller les yeux, tout simplement. Tu peux répéter ça, Pierre? Tu dis quoi? La plus grande audace dans cette aventure, c'était quoi? C'était te faire confiance? C'est de me faire confiance, certainement, oui. Pourquoi? Parce que je suis pas un marin, je suis pas un sportif de haut niveau. Je vous avouerai franchement que j'aime pas l'eau. C'est pas mon élément du tout. Je suis un peu génération dans de la mer, donc ça fait vite remonter un certain nombre de choses. Mais en fait, c'est une rencontre que j'ai faite. Quelqu'un m'a allumé les yeux, en fait. Pour moi, pour faire ce genre de choses, il fallait être complètement cinglé, voilà, un malade mental, ou alors une force de la nature, et peut-être même d'ailleurs les deux, hein, complètement cinglé et à la fois très très costaud. Là, vous ne me voyez pas, mais je suis loin d'être costaud, hein, je fais 1,70 m, 65 kilos, et je suis pas taré du tout. Alors pas du tout, je suis plutôt très pragmatique, très organisé, très. Donc pour moi, c'était pas pour moi. Mais la personne que j'ai rencontrée sur ce salon, bah, elle était plus petite que moi, elle était plus âgée que moi, elle l'avait déjà fait, putain. Et ça m'a assis, ça m'a vraiment assis, et je me suis dit, en fait, ce mec-là, il me fait croire, en fait, que moi, qui n'y connais rien du tout, je peux faire ce genre de choses. Mais franchement, quand je lui ai dit ça, je lui ai dit, en fait, tu te fous de moi, et je pensais vraiment qu'il se foutait de ma gueule, quoi. Vraiment. Et donc, je lui ai dit, en fait, tu te fous de moi parce que c'est pas possible ce que tu es en train de me dire. Un mec comme moi qui n'y connaît rien à la mer, rien à la navigation, et d'ailleurs rien à tout le reste, en fait. Moi, Pierre Masalski, je pourrais traverser l'Atlantique à la rame, bien sûr. Et j'avais limite un sourire narquois, limite moqueur, en fait, quand je lui ai dit ça. Mais il m'a simplement regardé calmement quand il m'a expliqué que lui, donc plus âgé de 10 ans par rapport à moi, lui, il y a 2 ans, il l'avait fait, quoi. Donc, Et il m'a donc juste dit qu'en ah, fait, la, ouais. la- la décision, elle dépendait que de moi, c'est tout. Ça n'avait rien à voir avec Mais l'âge, ça n'avait rien à voir au fait que je connaissais rien. C'était juste une question de décision et d'envie. Basta, quoi. d'accord, mais comment on rencontre quelqu'un qui a traversé l'Atlantique à la rame et qui vous transmet le mistigris? Parce que en fait, ce que j'entends, c'est que tu as rencontré quelqu'un qui l'a fait et qui te dit que c'est possible. Donc ça, c'est un peu le rapport qu'on peut avoir avec un mentor quand on est sportif de haut niveau, qu'on se dit, bah tiens, moi aussi, je peux faire les Jeux Olympiques puisque mon entraîneur a fait les Jeux Olympiques il y a 20 ans avant moi, etc. Mais comment toi, tu rencontres un gars qui a traversé l'Atlantique à la rame? Bah, franchement, moi, j'en connais qu'un, c'est toi, et c'est pas pour ça que je vais traverser l'Atlantique à la rame, je te rassure. Donc, comment tu l'as rencontré et Oh, ben, pourquoi ça a marché? je te rassure qu'avant, j'en connaissais pas non plus, mais en fait, c'est un très bon pote qui m'a dit, viens, Pierre, à Paris, on va aller un salon nautique. Mais il m'a surtout glissé dans l'oreille quand ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, et que donc on allait fêter ça, on allait boire des coups ensemble. Moi, franchement, je n'avais rien à foutre des bateaux, donc j'ai plutôt été pour boire des coups. Mais c'est vraiment au détour d'un stand où j'ai vu, c'était très énigmatique, c'était un bateau mais sans mât, il y avait une espèce de bulle de Tintin à marcher sur la Lune, ça ressemblait à une aile d'avion, enfin, c'était assez surprenant. Donc c'est plutôt ma curiosité en fait. Mais globalement, j'avais rien à y foutre sur ce salon, à part boire des coups. Donc c'est plus ma curiosité qui m'a emmené vers cette espèce de canotte, je savais même pas quel nom ça avait, je savais pas à quoi ça servait en fait. Euh, et c'est de finalement sans aucun a priori quelque part que j'ai été sur ce stand et j'ai discuté avec un mec, avec ce fameux petit mec, petit vieux là qui est venu me voir et qui m'a raconté la vie quoi. Et à chaque fois que je posais une question, putain, il avait une réponse sensée quoi et préparée quoi. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui avaient réfléchi à ça pour traverser l'océan Atlantique. Et moi, je me suis dit, mais c'est complètement dingue, quoi. C'est-à-dire qu'il y a même des mecs qui ont pensé à ça, quoi. Donc, quelque part, si tu veux, il y en a déjà quelques-uns qui l'avaient fait, très peu, mais ça avait déjà été fait. Mais moi, je découvrais ça. Je ne savais pas que l'aviron océanique existait de cette manière-là, hormis peut-être Gérard Daboville, qui me disait vaguement quelque chose, mais pas plus que ça, quoi. Hmm. Voilà, donc c'est plus une rencontre, mais une rencontre, je dirais, qui avait rien à foutre là, quoi. Enfin, après, dans la vie, il n'y a, y a, y Ouais. a, y a pas de hasard, hein. Donc, quand même, on se dit, pour tous nos amis qui nous écoutent, euh, bon, traverser l'Atlantique à la rame, donc c'est faisable, puisque certains l'ont fait. Pas très nombreux, il y a quand même beaucoup moins de gens qui ont fait ça que de gens qui ont fait l'Everest, si j'ai bien compris. C'est donc quelque chose où tu sais pas si tu vas aller au bout. C'est un peu de la sérendipité, tu te balades sur un salon, il y a un mec qui te plante une graine et qui te dit
bah, si je l'ai fait, tu peux le faire. Bon, ok, moi, des mecs qui ont fait des trucs et qui me disent que je peux le faire, je les crois pas forcément sur le. Bon, comment tu pars là-dedans? Parce que en fait, c'est un peu comme de partir dans une aventure entrepreneuriale. Si on parle là sur Clubhouse, il y a beaucoup d'entrepreneurs, d'auto-entrepreneurs, de conférenciers qui eux-mêmes sont des auto-entrepreneurs. Comment tu te lances là-dedans? Qu'est-ce qui fait que tu dis c'est pas possible, c'est pour moi, il faut que je le fasse? Alors, en fait, c'est simple et complexe à la fois. Je pense que c'est un moment de vie où moi, en tous les cas, ça m'a rappelé les aventures gamins, tout ce qui m'a fait rêver petit en lisant des choses. À la fois, c'était très, très fort, c'est-à-dire relier deux continents à la force des bras, seul face aux éléments. Voilà, c'était quelque chose qui était encore une véritable aventure. Et c'est certainement la première fois où je me suis autorisé à faire quelque chose de déraisonnable, de totalement déraisonnable. Jusqu'à présent, j'ai plutôt des postes commerciaux, d'encadrement d'équipe, de développement commercial, donc avec beaucoup de responsabilités, beaucoup de temps mis là-dedans. Pas forcément de sport, parce qu'avec une vie familiale, avec beaucoup de responsabilités, le sport, l'activité, tout ça, ça passe bien après tout, quoi. Et là, je me suis simplement dit, en fait, si je le fais pas maintenant, ce truc, je sais pas pourquoi, au fond, mais j'ai une putain d'envie de le faire. Donc, c'était une espèce d'envie, quoi, très forte. Et je me suis dit, surtout, si je le fais pas maintenant, c'est un truc que je ferai jamais, quoi. Comme beaucoup de choses, à un moment ou à un autre, qu'on ne s'est pas autorisé à faire parce que c'est pas le moment, c'est pas c'est pas le temps, on n'a pas l'argent, enfin bref, je vous en passe. Et qu'est-ce que vont penser les autres, et patati, et patati, et patata, quoi. Donc voilà, c'était vraiment ça, quoi. D'accord, donc ça veut dire que tu es audacieux, tu décides d'y aller, un peu comme chacun s'autorisera à créer son entreprise ou à lancer une activité, à démarrer quelque chose, ou là, à faire un break, parce que tu sais que quand même, pour faire ça, j'imagine que tu entrevois dès le départ l'ampleur de la tâche. C'est-à-dire que ça va être compliqué, qu'il va falloir un peu de préparation, que tout ça va mobiliser beaucoup d'énergie. Et je parle pas de les 40 jours sur l'eau. C'est avant, il y a dû y avoir un certain nombre de difficultés à surpasser, à dépasser. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Alors les difficultés, il y en a eu, il y a eu que ça en fait, hein. Mais finalement, le plus difficile est jamais là où on croit. C'est-à-dire que si on reprend le problème à l'envers, on peut clairement se dire que si on cherche une bonne raison de faire un truc comme ça, il y en a aucune. Il y en a aucune de bonne, quoi. Je suis marié, j'ai des enfants, j'ai un bon boulot. Enfin, pourquoi tu fais un truc pareil, quoi, ce fameux pourquoi. Mais in fine, en fait, le plus difficile, il n'est pas là. Le plus difficile, il est de prendre cette putain de décision, d'appuyer sur le bouton pour faire les choses. Une fois qu'en fait on a pris cette décision, finalement tout va pouvoir commencer à changer. Pourquoi? Parce que toutes les difficultés, les peurs, les problèmes, tu vas commencer à rencontrer des gens qui vont t'aider à les résoudre. Ça, c'est la première des choses. Moi, je ne sais pas naviguer, je ne savais pas m'orienter, je ne suis pas un sportif de haut niveau, je ne suis pas un médecin. Enfin, voilà, il y a plein de trucs qu'il a fallu intégrer. Je ne suis pas un nutritionniste. Voilà. Donc, tu apprends beaucoup de choses, mais tu n'es pas seul dans ce fonctionnement-là. S'il y a un résumé à faire, et quel que soit le changement que vous apportez, à partir du moment où on veut véritablement changer les choses, forcément, on n'a pas d'appui de son entourage proche. Ça vient d'un deuxième ou d'un troisième cercle qui, lui, ne vous connaît pas. Et comme il ne vous connaît pas, il n'a pas d'a priori sur vous. Donc, c'est uniquement votre volonté, votre envie et votre implication et votre détermination qui va faire la différence, quoi. Donc, quand on s'est parlé il y a quelques jours pour préparer cet entretien, tu m'as dit, j'aimerais bien que le titre, ce soit de l'audace à l'action. En 2 points, ici commence votre aventure. Ici commence l'aventure, c'est un peu ton claim, c'est un peu ta marque, hein, on est d'accord là-dessus. De l'audace à l'action, c'est quoi? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier pas est le plus difficile et qu'après ça déroule? Oui. Alors, je dis pas, le premier pas, c'est le plus difficile. Après, il reste le difficile. C'est-à-dire rendre et donner réalité, finalement, à la décision que vous avez prise, quoi. Mais après, je veux dire, ça déroule, parce qu'une fois que c'est pris, quoi. Donc, faut y aller.
Tant que c'est Alors, pas pris, cette décision, il y aura toujours quelqu'un autour de vous qui va vous foutre les jetons, qui va appuyer là où ça vous fait peur, qui va vous dire que là, c'est compliqué. Oui, 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 oui. Mais à partir du ouais, moment où vous êtes décidé, alors tout peut commencer à changer. Et ça ne veut pas dire que le reste sera simple derrière. Rien n'est jamais simple, mais en tous les cas, le plus difficile n'est pas là. Le reste, ça déroule des rencontres que vous allez faire, de l'organisation que vous allez avoir, de la préparation que vous allez y mettre, de la détermination, etc., etc., etc. Mais encore une fois, si vous d'accord. n'avez pas de décision, vous pouvez être sûr d'une chose, il va rien se passer, quoi. Et ça, par contre, on la connaît, la réponse. Donc, c'est pas la Bah, oui, peine de se tordre et de se tourner autour. Donc, ça ouais, reste quand où même il le va plus se pas. difficile, c'est ça. Imaginez, moi, c'est quand même une prise de conscience, même si ça suffit pas pour le passage avec nous, c'est une prise de conscience que je peux très bien ne pas revenir. Donc, pensez bien que ce truc-là, je l'ai tourné dans ma tronche Ouais, non-stop, quoi. J'ai vu les ouais. visages de mes gamins, de ma famille passer en boucle, mais pourtant, ça n'a pas changé le fait que j'avais vraiment envie de le faire. Donc, je l'ai pris en mon âme et conscience, cette décision, et en connaissance de cause. Donc, j'ai pas Et été à la l'idolâtre. légère, quoi. Eh, bon, alors on est avec pour nos amis qui nous rejoignent, on est avec Pierre Mastalski, donc conférencier, entrepreneur, aventurier, l'homme qui a traversé l'Atlantique à la rame en 42 jours, qui a fini, hein, c'est-à-dire il a vraiment traversé. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Il y a déjà Christian Poncet là qui a levé la main sur Zoom. Donc Christian, tu connais le principe, tu rallumes ton micro, voilà, c'est fait. Et puis le micro est à toi. Merci. Salut Pierre. Bonjour, Dans une Christian. aventure comme celle-là, on a, nous, en tant que spectateurs, un peu d'expérience, parce qu'il y a eu Jean-Louis Etienne, il y a eu Maud Fontenoy, il y en a eu d'autres. Ce qui est très important, c'est toute la phase de préparation, c'est trouver un sponsor, c'est trouver le matériel, c'est s'entraîner. Comment tu as pu faire toutes ces phases-là, a priori, en n'ayant pas un nom à vendre à un sponsor, et en n'ayant rien à offrir en échange. Alors, en fait, on a. Moi, j'ai eu un fonctionnement qui est très différent. Donc, je suis pas un sportif de niveau, je suis pas un marin. Alors, j'ai fait évidemment pas dit au départ que j'avais peur de l'eau, parce que ça arrangeait pas les choses. Mais moi, je voulais que cette aventure, elle soit partagée. Pourquoi? J'ai des enfants, donc j'ai emmené en fait une partie de ma famille avec moi. J'ai des gens qui m'ont entouré. Mais tout ce qui vient derrière, si on parle de la recherche de partenaires, oui, je suis pas connu. Mais il y a beaucoup de personnes en fait qui, à partir du moment où vous faites quelque chose de différent, il y en a qui vont forcément rigoler, qui vont trouver ça stupide, qui vont trouver ça idiot, et il y en a d'autres qui vont se dire putain, ce gars-là, chapeau, bah, je vais l'aider. Donc je vais l'aider financièrement, ça peut être la première des choses. Je vais l'aider techniquement, je vais l'aider humainement, c'est-à-dire que je vais lui apporter une partie de mes compétences ou une partie de mon temps pour pouvoir en fait l'amener quelque part au bout de son rêve ou au bout de son délire ou au bout de sa folie. Donc c'est beaucoup de temps passé finalement à traîner et à tracter ton projet, mais c'est pas différent dans une création de l'entreprise, c'est pas différent dans une animation d'équipe, c'est pas différent dans un boulot au quotidien. On est quelque part les propres moteurs et les propres tracteurs. Mais à la grosse différence, oui, de ce que tu disais, c'est pas parce que tu n'es pas connu, en l'occurrence, que ça n'est pas possible. Ça demande simplement, et ce sont certainement pas les mêmes personnes que tu rencontres, ça c'est sûr, mais en tous les cas, ça n'empêche pas de le faire. Moi, j'ai une anecdote toute particulière par rapport à ça. Moi, quand j'ai entamé ce démarrage de traversée, ma bagnole, elle était rincée, j'avais plus de pneus, il fallait que je traverse la France avec un bateau de 8 mètres, enfin bref, donc je vais voir un petit garagiste à côté de chez moi que je connaissais pas. Vous savez, il faut toujours se méfier des garagistes. Et donc j'arrive et je lui dis bon, changez-moi juste les pneus avant parce que voilà, ils sont rincés et mettez-moi ceux derrière devant. Enfin, démerdez-vous, mais je veux pas que ça me coûte le moins cher possible. Je reviens, putain, la bagnole est 4 pneus neufs, quoi. Je dis, non, ça y est, je me suis fait enfler. En plus, je suis dans le sud, tu vois. Je me suis dit, ça y est, c'est bon. Et le gars, je lui dis, non, mais je vous avais dit que les pneus. Il me dit, non, mais c'est bon, vous me devez rien. Et je dis, mais vous déconnez ou quoi? Il me dit, non, non, je peux pas vous donner d'argent, mais c'est ma participation à votre aventure. Voilà. Donc là, c'est Alors, ça, quoi. quand Eric t'a posé la question tout à l'heure en te demandant pourquoi tu as fait ça, finalement, tu lui réponds, bah, je ne sais toujours pas. Quelle est l'histoire que tu racontais aux gens pour faire en sorte qu'ils puissent t'aider? En fait, moi, ce que j'ai toujours dit, quand je dis je sais toujours pas pourquoi, c'est que j'ai pas la réponse exacte à cette question. Par contre, je sais que ça m'a fait rêver, ça m'a fait briller les yeux, et c'est certainement un rêve inavoué quelque part, un rêve d'aventure, un rêve de liberté, et c'est ça, ça a été ça, moi, mon moteur.
Passer 42 jours ou 50 ou 60, parce que je ne savais pas combien de temps j'allais mettre en totale autonomie, la mer, c'est certainement le dernier endroit de liberté qui t'autorise ou qu'il est possible de faire ça. Seul, j'entends. Et ça, moi, ça m'a vraiment interpellé. Donc, c'est plus quelque chose qui m'a fait briller les yeux et qui m'a… Après, je suis très passionné aussi, mais ça a vraiment été mon moteur, c'est ce rêve et cette liberté, quoi. Ça l'est toujours d'ailleurs. Qu'est-ce qui a été le difficile dans cette épopée? Parce que tu dis le plus difficile, c'est de prendre la décision. Après, il reste que le difficile. Qu'est-ce qui a été vraiment difficile? L'annoncer à mon épouse. Tu es toujours marié? Toujours, mais je vous avouerai que c'était un peu tendu. Au début, elle s'est certainement dit que c'était une phobie ou une folie qui allait passer. Et puis, comme elle a vu que ça continuait à briller, bah, elle a dû se rendre à l'évidence. Mais je pense qu'elle aurait préféré certainement, dans un premier temps, que je fasse quelque chose de plus soft, hein, pour commencer. C'est-à-dire une petite régate d'aviron à Cassis aurait été idéal. Hein. Donc, il y a en fait convaincre. Le plus difficile, finalement, c'est aussi tout votre entourage proche. Puisque forcément, la prise de conscience du fait qu'on ne peut pas revenir, qu'on fait quelque chose de différent, donc ça bouleverse en fait cette espèce d'équilibre qui existe, ou ce fonctionnement, et forcément c'est dérangeant. Et puis très rapidement revient ce leitmotiv d'égoïsme de pourquoi? Parce que la décision, je l'ai tournée dans tous les sens, oui, elle est égoïste, mais toute décision l'est. Par contre, elle est prise dans un contexte. Et donc, après, c'est ce que tu en fais de cette décision qui est égoïste ou pas. Mais la décision, elle l'est, de toute façon, puisqu'elle te revient. Mais tu peux la prendre ou ne pas la prendre, mais elle te revient. Donc, si moi, ça me faisait briller les yeux, et mon épouse, ben, je peux dire qu'elle a été formidable, et elle l'est, c'est de me laisser faire. Elle m'a laissé aller au bout, quelque part, de mon rêve, ou de mon délire, ou j'aime bien dire aussi de ma connerie, de ma folie, mais elle m'a laissé faire, tout en sachant que je ne suis pas un fou furieux. Bien au contraire, quand on parle d'audace… Quel est le ressort psychologique dans tout ça? Parce que, comme tu le dis si bien, je ne suis pas un fou furieux, je ne suis pas un sportif, j'avais aucune raison de faire ça. Quel est le ressort psychologique derrière tout ça? Est-ce que ce n'est pas de se dire, bah, finalement, ma vie, je la trouve un peu banale, comment je réagirais dans des situations extrêmes? Parce que j'imagine que des situations extrêmes, tu as dû quand même en connaître. Et il y en a eu beaucoup. En 42 jours, il y en a eu beaucoup. Pour résumer la situation, je m'étais préparé quelque part à avoir peur, mais je ne savais pas quand. Bon, j'ai eu peur très vite et souvent. Voilà. Comme ça a été vite réglé, quoi, et à plein d'endroits différents. Mais tout le cheminement, en fait, de cette année complète de préparation, c'est vraiment lié à ça. C'est de la préparation, en fait. C'est toutes les peurs, c'est ne pas les fuir, c'est les gérer. C'est s'appuyer sur des personnes qui ont quelque part les clés pour gérer ces peurs. Donc, c'est de l'accompagnement, c'est de la confiance, c'est de la transmission, c'est du partage. Et encore une fois, ce qui c'est pas sauvé au milieu de l'océan, mais c'est ce qui nous sauve tous quand on passe des moments difficiles. Parce que les moments simples, en fait, on est tous assez forts pour les passer. Mais les moments difficiles, en fait, c'est tout l'entourage. En fait, on n'est pas seul au milieu de l'océan. La seule chose qu'on a, c'est qu'on a tendance quelque part à l'oublier à terre. Mais c'est pas différent. En fait, on a juste tendance à l'oublier, quoi. Il y a toujours des personnes sur lesquelles on peut s'appuyer en cas de besoin. Il y a toujours des personnes qui ont, entre guillemets, les bonnes informations. Il faut juste aller les chercher et avoir, quand je dis de l'audace, le courage d'aller poser ces questions, d'aller demander. Au pire, vous aurez un non, et alors? Qu'est-ce que ça t'a apporté, cette aventure, à toi et au tien? Parce que finalement, ce n'était pas possible sans le soutien de ceux qui t'entourent. Alors, ce que moi, ça m'a apporté, c'est je ne pensais même pas que c'était possible et que ça existait. Donc déjà, le fait de le réaliser, pour moi, c'est juste… c'est énorme. Donc, je suis plutôt arrivé avec beaucoup de sérénité, beaucoup d'envie, beaucoup de joie, j'ai redécouvert finalement les choses essentielles. Comme j'ai manqué de tout, bah, tu reviens à des choses essentielles, un regard, une voix, un partage, un bout de viande, un bout de viande. tout en fait prend une saveur. Donc finalement, tu retrouves goût, un vrai goût aux choses, hein, et aux choses importantes. Et pour mon entourage,
ben, chacun a pris cette part d'aventure et a grandi, forcément à plus grande vitesse. Mais j'aime bien résumer cette situation avec mon épouse, puisque ça change un certain nombre de choses. C'est qu'avant, c'est moi qui ouvrais les bouteilles de vin. Maintenant, elle sait le faire toute seule. Voilà, donc chacun, en fait, a appris à faire des choses, et a appris à vivre. Et puis à la fois, il y a une énorme solidarité à terre. C'est que quand j'étais en mer, ben, tout le monde s'est organisé autour pour aider mon épouse, les enfants, et à la fois me suivre. Mais c'est toute… voilà, il y a une vie qui existe, qui a toujours été là, mais qui a peut-être pas été présente. Là, elle est vraiment catalysée et focalisée. Et sur le long terme, il reste quoi avec le temps? Excuse-moi, Christian, je vais juste refaire un petit reset pour les gens qui sont sur Clubhouse, qui viennent de nous rejoindre. Donc, on est avec Pierre Mastalski, c'est Christian là qui pose des questions à Pierre. Et ils sont sur une passerelle Zoom parce que tous les deux n'ont pas encore d'iPhone. Ils attendent qu'on leur en offre un. Pierre est un entrepreneur, un aventurier, un conférencier. Et là, on l'interviewe un peu sur sa traversée de l'Atlantique à la rame. Donc, n'hésitez pas, vous, sur Clubhouse, à lever la main si vous avez envie de poser des questions directement à Pierre, et vous les poserez au travers de l'avatar de Philippe. Donc, je vous ferai monter sur scène dès que vous avez envie de comprendre comment fonctionne l'audace et pourquoi il y a des audacieux et il y en a qui le sont moins. Voilà, je te rends la parole, Christian. Vas-y, je t'en prie. Oui, je te demandais sur le long terme, en fait, parce que finalement, tu es sorti de ta zone de confort, tu t'es bousculé, tu as bousculé tout le monde autour de toi. Et aujourd'hui, dans ton mode de vie, comment tout ça, ça a été intégré, digéré et restitué? Alors, il y a eu un grand temps on va dire quelques années d'ingestion, de digestion, parce que quand tu arrives, tout le monde te dit exploit, machin, alors que toi, t'es juste heureux, fier, parce que oui, j'étais fier de ce que j'ai fait. Forcément, j'avais cette fierté d'avoir réalisé ce pourquoi je me suis préparé, travaillé et pris des risques. Donc, j'ai été très fier de ça. Et à la fois, tu retournes sur Terre et il y a une vie. Et moi, j'ai rien fui, en fait, dans cette traversée. Donc, j'ai retrouvé mes enfants, mon épouse avec un énorme plaisir, mes amis, mes potes, j'ai partagé beaucoup de choses. Mais après, je dirais que c'est plus une histoire de confiance, où quelque part, plus rien ne te fait peur, au fond. Ça veut dire que quand on te propose une opportunité qui est complètement en décalage avec ce que tu as fait, bah, c'est la rencontre qui va faire que tu l'as saisie ou pas, c'est-à-dire si tu sens la personne ou pas. C'est pas une histoire de capacité, tu sais pertinemment que si tu t'y prépares, si tu y mets toi tes moyens humains, ta conviction, ton envie, alors ça marchera inévitablement. Ce sera qu'une question de temps quelque part et de détermination. Donc tu es beaucoup plus serein sur pas mal de choses, en fait. Même si tu n'es pas, ça ne veut pas dire que tu fuis les réalités ou les problématiques, mais c'est-à-dire que tu les abordes de manière totalement différente. Et dans ta manière de travailler, alors ça a changé des choses par rapport à avant? Alors, ça n'a pas totalement changé les choses, mais ça a conforté. Quand on dit que rien ne se fait seul, voilà, tu peux le résumer à ça. Tous ceux qui disent que tout seul, ils vont plus vite, tant mieux pour eux, quoi. Moi, je reste persuadé que de toute façon, ça n'a aucun intérêt et que l'important, justement, c'est le partage, c'est la puissance collective. Moi, j'ai été qu'un catalyseur de ça, c'est ce dont je me suis rendu compte après. Oui, tu es seul au milieu, tu rames comme un con. Oui, d'accord, mais en tous les cas, c'est toute une force et beaucoup de monde que tu as avec toi. Et c'est pas différent à terre. Cette image-là, elle n'est pas différente. Simplement, on a souvent tendance à l'oublier, à se recroqueviller, à être un peu égocentré, entre guillemets, alors qu'on devrait tous être plutôt égo-responsables. C'est-à-dire qu'il y a un moment, ceux qui en ont trop, ils devraient un peu le mettre en vieilleux, ceux qui n'en ont pas assez, le monter un peu plus. Et ça permettrait, entre guillemets, d'avoir un peu plus de fluidité dans le fonctionnement, quoi. Alors, dans les aventures extrêmes comme celle-là, il y a la part de motivation quand on est dans le dur. Ça me fait penser à une phrase qu'on connaît tous qui dit « Mais que donc allais-je faire dans cette galère ?» Est-ce qu'il n'y a pas eu des moments en plein milieu de l'Atlantique où tu t'es dit ça? Alors, là, je vais vous avouer un truc. Autant je dis aux gens, autorisez-vous les choses. Allez-y, tu vois, osez, appuyez sur votre bouton. Putain, il y a un moment, on n'a qu'une vie. Par contre, une fois que tu as pris cette décision-là et que quelque part tu es au milieu, t'autorises pas à douter du fait qu'est-ce que tu… les questions avant. Parce que là, tu as autre chose à faire.
Et plus tu vas aller dans ce schéma-là, et moins ça va être bon pour toi. Donc, il n'y a pas de… Tu as pris ta décision, tu es là au milieu, l'objectif c'est de traverser, fais en sorte, entre guillemets, fais le nécessaire pour que cette traversée soit la plus belle possible. Donc, va chercher, en fait, à tout moment, tout ce qui est beau, tout ce qui te permet de croquer les choses. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de moments complexes, mais à la fois, il y a tellement de moments uniques, que je dirais même magiques, que c'est de cela qu'il faut se nourrir. Et à terre, ça peut simplement être un regard, ça peut être un gamin qui fait rire, un chien qui fait une connerie. Voilà, on a plein de petites choses autour de nous qui nous allument. Faisons-y attention, en fait, et nourrissons-nous de ça, quoi. Tu disais que tu n'étais pas un super sportif. L'aviron, c'est quand même quelque chose, surtout à temps plein. Comment tu as géré ton effort? Cette partie physique, comment tu l'as appréhendée? Alors, moi, j'ai presque un an de préparation physique. J'ai pris 7 kilos de muscle en une année. Donc, j'ai soulevé de la fonte comme j'avais jamais fait de ma vie. D'ailleurs, j'avais jamais vu ça. J'ai toujours trouvé ça con, d'ailleurs, de soulever de la fonte. Mais là, je l'ai fait. Je l'ai fait. J'ai jamais pu aller au bout d'un seul des programmes que mes coachs m'avaient préparés, quoi, qui sont des potes, parce que c'était super compliqué, quoi. Très dur pour moi. D'ailleurs, je leur ai avoué après que j'avais jamais pu aller au bout, mais ils m'ont dit, mais heureusement que tu peux pas aller au bout. On l'avait spécifiquement chargé, quoi, pour que justement, tu ailles un peu plus loin que ce que tu pouvais. Et puis après, ce qui est surprenant, en fait, c'est que le corps est surprenant et la tête est surprenante. Moi, je m'étais préparé à faire 10 heures de rame par jour. La première semaine, j'ai fait 5, 6, 7. J'étais mais rincé, quoi. Rincé. Et puis petit à petit, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, ton corps s'affûte, s'affine. Et tu finis par les derniers jours, j'ai ramé 15 heures d'affilée, plus les 5 heures où j'ai galéré. Donc, j'ai fait 20 heures non-stop et j'étais pas cuit. J'étais bien, quoi. Donc, en fait, le corps est surprenant. Quand je dis qu'on n'imagine même pas tout ce qu'on est capable de faire, c'est vrai, quoi. Je l'ai vécu, je pensais pas que c'était faisable, je savais pas qu'on pouvait arriver jusque-là, mais ouais, on est assez surprenant, quoi. C'est comme ça que l'humain a Il y a colonisé une autre chose qui peut la être… planète, hein. Ah, il y a quelqu'un qui veut parler, je pense. Non, il y a un petit décalage, Christian, entre Zoom et Clubhouse, mais donc je reprenais juste la parole. C'est en effet l'humain a une résistance et une endurance complètement délirante, enfin surtout de l'endurance, et c'est comme ça qu'on a réussi à coloniser toute la planète. Ça, typiquement, on parlait de Pascal Pic tout à l'heure en préparant un peu ce rendez-vous. Il explique un peu ça, la grande différence entre les grands singes, les primates et puis l'humain, c'est que nous on voulait toujours savoir ce qui se passait de l'autre côté de la colline et que ça nous a fait faire quand même 40 000 kilomètres à pied assez rapidement en réalité. Moi, en fait, maintenant, tu sais, je me posais souvent la question quand je m'entraînais en aviron, parce que l'aviron, c'est intéressant. En fait, tu es inversé par rapport à la progression. Ouais. Donc, en fait, quand tu quittes les côtes, tu vois les côtes. Puis quand tu reviens, en fait, tu vois la ligne d'horizon. Et donc, tu te dis, putain, mais il y a quoi derrière? Tu vois, bon, maintenant, je sais. Maintenant, je sais. Est-ce que le danger pour les tiens, c'est pas que tu veuilles faire une autre aventure aussi folle ou encore plus folle? Non, parce qu'en fait, je suis pas je suis pas un fou furieux, en fait. Moi, là, j'ai réalisé, je vais pas dire que c'est l'aventure d'une vie, mais en tout cas, je me suis autorisé un truc. Après, on peut pas vivre que d'amour et d'eau salée. Donc, je suis revenu sur Terre aussi. Après, forcément, je suis resté dans une logique qui est différente. C'est-à-dire que maintenant, je fais très attention parce que le sport, la nature, j'ai repris contact, en fait, avec la réalité des choses. Et donc, maintenant, je ne m'autorise plus de ne pas faire ça. Donc, je me suis mis forcément plus à la course à pied, au trail, à l'ultra-trail, parce que c'est l'aventure à côté de la maison, c'est la nature à proximité. C'est des moments où tu es seul, où tu profites en fait et où tu te recharges, où tu vas finalement chercher quelque part ce que la nature a de plus fort. Et ça, c'est tous les jours. Voilà. Et comme pour aller au bout de tous les projets, on a besoin de cette énergie. Voilà, moi, je vais la chercher maintenant et je fais très attention à ça. Alors qu'avant, j'y faisais pas gaffe du tout, hein. Je fumais, je picolais, je me couchais à pas d'heure, je faisais les réunions à 6 heures, l'avion, le machin. Enfin, comme beaucoup, quoi, en fait. C'est-à-dire que la priorité, c'est le job, c'est la capacité quelque part. Et à un moment, on se rend plus compte qu'on n'est plus bien, qu'on n'est plus forcément optimal dans ce qu'on fait, mais on s'en rend même plus compte, quoi.
Alors, Eric t'a présenté maintenant comme un conférencier également. Dans cette partie-là de conférencier, qu'est-ce que les gens viennent chercher chez toi? Alors, je pense que ce qu'ils viennent chercher, c'est avant tout du rêve. Et surtout s'autoriser le rêve. Mais le rêve est très proche de la réalité, en fait, puisque c'est simplement la décision qui va le permettre de le rendre réel. Donc, en fait, c'est ce passage-là de décision, d'acceptation, d'autorisation, de préparation, du fait que si tu décides de faire les choses, alors oui, entre guillemets, rien ne s'empêchera à ce que tu les réalises, tout simplement, quoi. Et qu'à la fois, tous tes travers, toutes tes peurs, ton manque de confiance, etc., il n'ira pas en s'arrangeant si tu ne prends pas de décision, si tu ne sors pas de ta zone de confort. Si tu ne te mets pas, entre guillemets, ça ne veut pas dire en danger jusqu'à perdre sa vie, c'est pas ça. Mais si tu ne dépasses pas ou tu ne traverses pas tes peurs, il y a un moment, ils seront toujours là. Donc ça sert à rien de les fuir. Quelqu'un qui a du mal à parler en public, quelqu'un qui a du mal à gérer des équipes, ça se bosse. Voilà, ça se travaille, ça ne veut pas dire que c'est infaisable. Il y en a qui ont toujours l'impression, mais c'est tout à fait faisable. Et donc, c'est ce qu'ils viennent chercher, je pense. Ouais, c'est un peu d'aventure. La plus belle des aventures, c'est celle qu'on vit tous les jours, c'est la vie. Voilà, celle-là, moi, ça a été l'aventure certainement de ma vie, mais c'est un passage. C'est un voyage que j'ai fait. J'ai quelques questions sur Clubhouse, donc j'ai fait monter Anthony et Josette à qui je vais passer le micro, et je peux témoigner aussi par rapport à la question de Christian. J'ai eu la chance d'accompagner Pierre en conférence chez des clients, et quand on s'amusait à poser à l'audience la question de l'audace, c'est est-ce qu'il y a quelque chose que vous aviez terriblement envie de faire et que vous n'avez pas encore fait, et si on vous donne 1 minute, vous pouvez l'écrire sur un petit papier. Bah, c'est marrant, chacun avait noirci son papier, quoi. On avait tous quelque chose en nous qu'on s'était pas encore autorisé à faire. Je pense que une des conséquences des conférences de Pierre, c'est que après les gens passent à l'action, quoi. Hein. C'est vraiment. D'ailleurs, c'était un peu la commande. Hein. Je me souviens du brief client. C'est il faudrait que nos équipes soient un peu plus audacieuses, qu'elles se permettent un certain nombre de choses. Et on aimerait bien un conférencier sur l'audace et sur le dépassement de soi, etc. L'élargissement de la zone de confort, hein, sans parler de sortie de zone de confort, mais c'est comment on fait. Voilà. Donc il y a Anthony qui nous a rejoint sur Clubhouse et qui voudrait poser une question. Anthony, si tu es avec nous, c'est à toi le micro. Oui, vous m'entendez. Merci beaucoup pour ce témoignage, vraiment passionnant. On s'y croyait tout à l'heure. Moi, j'ai une question plus sur la chronologie, entre guillemets, des événements, même si elle t'est propre, évidemment, et on sent bien que c'est un processus qui est évolutif et très progressif. Mais entre ce moment où tu as vu cette personne sur ce salon où tu buvais des coups et le moment où tu as mis la réalisation, déjà, est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce que tu as senti le moment où tu t'es dit j'y vais et rien ne pourra me faire arrêter de prendre cette décision? Et puis comment ça s'est enchaîné en fait? Combien de temps ça a pris? Parce que tu parles d'1 an de préparation, mais tout ça m'intéresse comme déclic en fait. Alors, le déclic, effectivement, c'était sur le salon quand cette personne m'a dit, mais ça dépend que de toi. Et je suis resté vraiment comme un con devant le bateau, mais tu vois, un peu embrouillé. Mais en fait, ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense que les yeux pétillaient déjà. Et c'est en sortant de ce salon où j'ai été dans une librairie. Moi, je suis pas un grand lecteur, à part du magazine professionnel, des trucs d'actualité. Tu vois, je suis plus un petit lecteur. Je lis beaucoup, mais des petits trucs. Et j'ai été m'acheter ça dans une librairie parisienne. Tu vois. La grande aventure de la boudeuse. Voilà. Et j'ai commencé en fait à me plonger et donc 1 mois après, donc j'en ai parlé forcément à mon épouse en disant tiens, je vais peut-être faire une connerie, je sais pas, mais j'ai vraiment envie de le faire. Mais 1 mois après, en fait, je prenais ma décision. Mais dans ma tête, je pense qu'elle était quasiment prise tout de suite. Sorti du salon, je me suis dit putain, mais c'est juste incroyable ce truc. Un petit commentaire, Pierre. Un petit commentaire, Pierre. Quand tu montres quelque chose à l'image sur Zoom, évidemment, les gens sur Clubhouse ne le voient pas. Donc, il est essentiel que tu décrives de manière audio ce que tu présentes à l'image.
Oui, alors c'est un livre de Patrice Franceschi qui s'appelle La grande aventure de la boudeuse. C'est juste génial, quoi. Ok. Donc Anthony, c'est est-ce que un ça an, et répond à ta après c'est un question an ou de est-ce que tu veux… préparation. Ça veut dire en Ouais. plus du boulot, en Oui, plus de, après, je trouvais un bateau, trouver des partenaires, se préparer physiquement. Moi, j'avais très peur de l'eau. Bah, c'est gérer cette peur-là. J'ai tout essayé pour pas foutre le cul dans l'eau. Bah, il a fallu que je fasse des stages. Voilà, que je sorte vraiment de ma zone de confort, quoi. et Jusqu'au alors, l'autre départ. question qui a déjà été posée, mais que tout le monde attend, évidemment, il y a eu des peurs lors de cette traversée. Et quels sont les souvenirs les plus terribles que tu as eu à nous faire partager? Alors, alors moi, j'en ai un qui m'a vraiment fait flipper, mais a posteriori. C'est-à-dire que j'ai une chance inouïe, c'est que pendant la traversée, j'ai été suivi. Faut voir que le bateau se déplace très peu vite, hein, en moyenne à 3 nœuds. Donc ça fait un peu moins de 6 km/h, 6,5 km/h. Et j'étais suivi par un banc de dorades coryphènes. Et je savais que plusieurs fois pendant la traversée, il fallait que j'aille gratter ma coque. Donc moi, gratter ma coque avec 4000 mètres de fond, là, pour moi, c'était un grand moment de solitude, quoi. Donc j'ai repoussé ça au max, au max, au max. Et puis à un moment, je me suis dit, bon, Pierre, là, faut y aller, quoi. Donc j'avais dit, j'y vais, j'y vais. Et là, j'ai écouté ce qu'on m'avait dit. On m'avait dit, tu vas pas le matin, tu vas pas le soir, parce que c'est là où ça chasse. Ok, donc j'ai été à midi pétante, soleil cagnard, quoi. J'y étais, mais là, il n'y avait pas une dorade. Mais moi, ça m'a pas alerté du tout. J'ai gratté ma coque, j'en ai pris, mais plein la tronche, quoi. Le bateau se lève, enfin, tu te fais arracher, il te retombe dessus. Bon, moi, c'était un moment le plus détestable, certainement, c'est de se trouver avec ces 4000 mètres de fond. Ça a rappelé toutes mes peurs, quoi. Et je remonte à bord, et une demi-heure après, j'étais rincé. Et là, je vois à bâbord un énorme aileron de requin. À tribord, pareil. Et puis après, plus rien. Et là, tu as quand même le cul sur l'eau, quoi. Donc, tu te dis, putain, il va sortir d'où le truc? Il arrive d'où, quoi? Et c'est surtout après, je me suis dit, Pierre, mais t'es complètement con, quoi. Putain, où elles étaient, les dorades? C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de dorades, c'est que l'autre abruti, là, il tournait autour pendant que j'étais dans l'eau. Et alors là, je me suis liquéfié sur le banc de rame. Donc, je peux vous dire que normalement, il faut y aller une fois par semaine, nettoyer sa coque. Moi, je n'y étais que 2 fois. Et la deuxième fois, j'étais à une semaine de l'arrivée, je les ai comptées une à une, les dorades. Je n'en ai pas raté une, quoi. Voilà, ça c'est le moment certainement où j'ai le plus flippé, mais après il y en a d'autres plus violents avec la hauteur des vagues notamment. Merci beaucoup. Josette, Josette, on sait que tu voues une passion, Pierre. Maintenant, c'est public. Tu as voulu poser une question, alors fais ta déclaration d'amour, pose ta question, et puis après on reprend le sens de notre conversation. Effectivement, j'assume. Bon, je sais que Pierre ne m'en veut pas. Voilà, je voulais juste témoigner quand tu as demandé qu'est-ce que viennent chercher les conférenciers, qu'est-ce que vient chercher le public quand il vient voir un conférencier. Et Pierre, il a répondu humblement, bien sûr, ils viennent chercher du rêve. Eh ben moi qui ai eu la chance, bon déjà de rencontrer Pierre grâce à la FCP au Elevate, et je me souviens de l'émotion incroyable que j'ai vécue pendant sa conférence. Voilà. Et parce que il y a quelque chose qui a résonné très fort dans ce oser. Voilà. Et à partir de là, à chaque fois que j'ai revu Pierre, pour moi c'est comme un voilà, j'en reprendrais bien une bouchée, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que je reviens me rebooster, je reviens, allez, on se fait confiance, on ose, on y va. De toute façon, le nom, tu l'as déjà. Je l'ai mis dans le chat sur Zoom. J'ai pensé à Pierre parce que j'avais tellement la trouille de proposer mon bouquin à cet éditeur, etc., en me disant il va me rire au nez. Et en fait, la phrase m'est revenue. De toute façon, le nom, tu l'as déjà. Et j'ai téléphoné. Il m'a donné rendez-vous. Et il a dit oui. Il a dit oui. Voilà. Donc moi, c'est quand je viens écouter Pierre Mastalski,
quand il parle de cette aventure incroyable, je viens rencontrer aussi, je viens m'assurer qu'il est bien humain. Voilà, qu'il est entre guillemets, il est normal. Ouais, effectivement, il est pas très grand, il est pas, c'est pas, voilà, et il l'a fait, quoi. Et là, tu te dis, ouais, c'est pas un champion, c'est pas, il a pas chaussé le truc quand il avait 5 ans. Ben moi, c'est tout ça qui me fait du bien, quoi. Quand je te vois, Pierre, en plus enfin, ceux qui sont sur Clubhouse le voient pas, mais il a cette humilité, cette générosité, cette simplicité. Il dit des gros mots. Moi, j'adore. En conférence, il arrête pas de dire, on en a plein le cul, j'étais comme un con. Enfin, je me dis, mais il ose, quoi. Il est totalement authentique. Et ça, franchement, chez un conférencier, bah, ça fait du bien, quoi. Parce qu'il nous parle. Et moi, le jour où je l'ai rencontré à la LCP, à Elevate, eh ben, il m'a parlé. Il m'a parlé, mais vraiment, il a touché mon cœur, mais et voilà, quoi. C'était pour moi, il m'a embarqué dans son aventure, quoi. Bah, merci Pierre. C'est sûr. Pierre, je rebondis sur cette. Sur Clubhouse, mais je suis tout rouge. Je rebondis sur ce témoignage parce que je crois que tous ceux qui ont eu la chance de te voir en conférence ont vécu un peu ce que raconte Josette. Est-ce que tu peux livrer aux gens qui nous écoutent aujourd'hui quelques clés pour être audacieux? Parce que il s'agit de ça en fait. Quand on t'écoute, on a envie de passer à l'action. On a envie d'y croire, on a envie d'envoyer son bouquin chez son éditeur, on a envie de faire le truc. Je me souviens de gens qui disaient bah moi je rêvais de faire le chemin de Compostelle. Bah donc ils sont partis une semaine après faire le chemin de Compostelle, une semaine après t'avoir entendu, etc., etc. Donc bon allez, je vais vivre mes rêves, je vais vivre un rêve qui me hante depuis longtemps. C'est quoi les clés? Qu'est-ce qu'il faut actionner pour être audacieux? En fait, on a tous, je pense, au fond de nous, envie de faire des choses et on est bloqué par plein de. Donc, moi, j'ai un pass en fait, et c'est ce que je dis souvent, c'est en fait la mer te laisse passer. Ça veut dire que si tu suis quelque part ces 5 clés, en fait, tu vas y arriver. Donc, il y a rien de révolutionnaire, il y a beaucoup de bon sens. Le premier, le P de ce pass, c'est partager les expériences. Il y a un moment où vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous n'aurez jamais autant d'expérience que le cumul de ce que vous avez autour de vous. Donc, il y a un moment, c'est une ressource qu'on a à portée de main, qui est une richesse, et on s'en prive souvent, parce Josette en parlait tout à l'heure, on n'ose pas les demander, parce que si jamais ils nous disaient non, et qu'est-ce que vous en avez à foutre qu'ils vous disent non? Il y a un moment, allez chercher cette information, allez partager. On est dans des sociétés qui sont de plus en plus, entre guillemets, mercantile, mais le partage d'expérience, c'est gratos. C'est gratos, quoi. Donc, il suffit juste d'aller la chercher, quoi, et d'aller la partager, quoi. Et donc ça, je vous invite à pas vous en priver parce que c'est vraiment une richesse, quoi. Formidable. Après, le deuxième, j'ai envie de dire, ça paraît évident aussi, mais c'est l'attitude positive. C'est extrêmement important. On n'est pas dans un monde de bisounours, hein, on le sait, c'est pas oui, j'ai pas la voiture du oui, personne n'est oui. Hein. On sait très bien que c'est compliqué, voire très compliqué, voire carrément la merde. Mais ceci étant dit, on a une fâcheuse tendance quand même à toujours aller regarder là où ça pue, alors qu'il y a plein de choses qui sentent bon, qui nous font briller les yeux, auxquelles on ne fait plus attention, quoi. Bah, c'est aller chercher ça, c'est cette espèce de croquer la vie, et d'aller chercher toujours ce petit côté positif qui change tout. Ça ne va pas changer, entre guillemets, la situation ou l'environnement dans lequel vous êtes, mais par contre, la manière de l'aborder n'aura rien à voir, quoi. Moi, par exemple, pendant la traversée, j'aime beaucoup le café, voire trop. mais pendant la traversée, tu évites de te faire bouillir de l'eau parce que c'est super dangereux. Il faut le voir, le bateau, là, personne ne peut le voir, mais c'est un bateau à fond plat. Vous pouvez rechercher sur Internet si vous tapez mon nom. C'est un bateau, ça bouge énormément. C'est vraiment. Donc, je me faisais bouillir de l'eau le matin. Donc, j'avais un café le matin et un café à 16h. Basta. Je peux vous dire que le café de 16h, mais je l'attendais comme le Messie, quoi. C'était ma récompense, quoi.
Donc, arrive 16h, je rentre dans ma cabine, je commence à me servir mon petit café. Et là, paf, il y a une vague de côté, mais j'en ai pris mais plein la tronche. Le café a dégagé, putain, plus de café, quoi. J'en ai chialé, quoi. Pourtant, je me suis même pas brûlé. C'était un café, quoi. Mais celui-là, il avait une importance qui était toute particulière, quoi. Donc, je suis passé de la joie de boire ce café à la colère en un instant, quoi. En un éclair. Je peux vous dire que j'ai insulté la mère de tous les noms. J'en ai oublié aucun. Je les ai tous passés en revue, quoi. Et après, je dis, OK, toi, tu veux jouer à ça. Je suis sorti comme une furie. J'ai pas fermé mon panneau, donc je me suis mis en danger. Je me suis pas attaché au poste de rame, donc deuxième fois en danger. J'ai ramé, mais n'importe comment, tellement j'étais hargneux et de rage. Et là, il y a une vague qui m'a fait faire un surf, mais limite majestueux, quoi. Ça faisait 37 jours que j'avais mer croisée, Crété, courant contraire. Enfin, c'était une bataille permanente pour piquer des nœuds à la mer, quoi. Et là, putain, je glissais, mais je surfais, quoi. Et ben, j'ai levé mes pelles. J'ai regardé la mer du coin de l'œil. Et j'ai dit, OK, pour le café, on est quitte. Ça n'a pas changé les 37 jours de mer qui étaient passés, ça n'a pas changé celles qui sont venues, mais je peux vous dire que sur le moment, j'étais complètement reboosté, quoi. Donc, j'ai simplement pris cet instant-là, voilà, qui m'a permis d'un passage où je sombrais, un truc où, hop, je suis repassé de l'autre côté. Bah, c'est juste ça, l'attitude positive. Et la bonne nouvelle, c'est que ça dépend que de vous. Personne d'autre. Ça dépend que de vous, quoi. Après, le premier S du pass, c'est se remettre en question. J'ai envie de dire évidemment, parce que c'est beaucoup lié à la confiance, en général. C'est-à-dire que si on a un excès de confiance, on parle toujours du fait qu'on n'en a pas assez. Moi, je peux vous dire, j'en ai rencontré, ils en avaient trop, hein, voire démesuré, quoi. L'excès de confiance, c'est ce danger-là. C'est-à-dire qu'on voit même plus qu'on est en train de se foutre la tête dans le mur, quoi. Donc, se remettre en question, c'est ça. C'est ce qui va vous permettre, d'une part, de dépasser ces fameux a priori, d'accord, et d'éviter de faire les mêmes erreurs que ce que les autres ont déjà faites. Mais surtout, on est tous victimes quelque part, au fond, de notre éducation, du parcours qu'on a eu, de ce qu'on a fait jusqu'à présent, et donc on est persuadé que ça fonctionne de cette manière-là, quoi. Alors là, je dis souvent, mon cul, c'est pas vrai, quoi. Quand on dit que tous les chemins mènent à Rome, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons, à un moment, de régler un problème ou de trouver une solution, quoi. Et donc, cette remise en question, c'est ce qui va vous permettre de dépasser ça, tout simplement, quoi. Et donc, d'avancer. Se fixer des objectifs, ça paraît évidemment évident. Par contre, il faut se les fixer. Ils ne sont pas uniquement professionnels, hein, ils peuvent être aussi personnels. Mais il faut qu'ils soient clairs et datés. Voilà, parce que sinon, vous allez partir dans tous les sens. Et il y a un moment, pour réaliser des choses, on a besoin d'énergie, quoi. Donc, plus vous allez l'éparpiller, moins vous allez être efficace et moins vous allez la concentrer là où il y en a besoin, quoi. Alors, ça paraît con, mais c'est super important, quoi. Parce qu'on a tous des journées qui font 24 heures, avec plein de temps qui est pris à beaucoup de choses. Et qu'il y a un moment, si on veut aller là où on doit aller, il faut que l'objectif soit clairement défini et qu'il soit daté, quoi. Et ça permet, en fait, de ne pas le perdre de vue quand il y a des difficultés, quand c'est compliqué. Pourquoi? Parce que si on prend l'exemple de la mer, le gros avantage de la mer, c'est qu'il y a une dérive qui est naturelle. Ça veut dire que si tu ne rectifies pas régulièrement ta route, de toute façon, tu n'arrives pas à l'endroit que tu t'étais fixé. Donc, tu es obligé quotidiennement de plusieurs fois, en fait, intervenir sur ta direction, quoi. Et donc, de prendre des décisions les moins mauvaises, mais en tous les cas, pour les prendre, pour avancer, quoi. Bah, à terme, moi, j'appelle ça des aléas. C'est-à-dire qu'on voudrait nous faire croire que d'un point A à un point B, c'est la ligne droite et tout se passe comme sur des roulettes, ça n'existe pas, quoi. Donc, finalement, c'est juste normal de rencontrer des difficultés. C'est juste logique. Mais ces difficultés, si vous n'avez pas d'objectif clair, il y a un moment, vous partez de travers et vous perdez de vue là où vous devez aller, quoi. Donc, c'est important de les avoir. Et le dernier, c'est le E du pass, c'est écouter. Quand je dis écouter, c'est pas entendre. C'est écouter. Ouais, c'est qu'il y a des moments, il faut savoir fermer sa gueule. Voilà. On a trop tendance à trop parler, quoi.
il y a même des proverbes qui vont dire si tu, si tu gagnes de l'argent à parler, tu gagnes de l'or à te taire. Donc, il faut écouter. C'est super important, quoi. Et on a tendance aussi à l'oublier, quoi. C'est-à-dire qu'on veut absolument imposer son point de vue, convaincre, écouter, quoi. Écouter et s'écouter. S'écouter soi. Ça ne veut pas dire s'écouter parler, c'est écouter ce qu'on ressent. Écouter son corps. Pour aller au bout d'une aventure comme j'ai fait, si j'avais pas écouté mon corps, j'aurais fait quelques jours en mer. Basta. Ben, c'est pas différent dans ce que vous allez faire. Si vous n'avez pas d'énergie, si vous vous écoutez pas, si vous ne faites pas attention à vous, allez m'expliquer comment vous allez avoir l'énergie pour faire tout ce qu'on vient de dire avant, quoi. Ça va être un peu compliqué, quoi. Et pourtant, la dernière chose qu'on fait, c'est s'écouter. Et pourquoi c'est la dernière chose qu'on fait? Mais parce que, putain, on n'a pas le temps. On a tellement de choses à faire. Et pourtant, là est l'essentiel. C'est vous. Vous êtes au cœur de ce que vous êtes en train de faire, du changement, de l'entreprise que vous créez, des choix que vous avez faits. Pour les emmener au bout, il faut vous écouter. Il faut que vous ayez du jus, quoi. Sinon, comment vous allez partager vos expériences, comment vous allez avoir une attitude positive, comment vous allez vous remettre en question, comment vous allez marner et bosser pour atteindre vos objectifs? C'est pas possible, quoi. Là, par contre, c'est pas possible. Donc, faut pas s'étonner après. Merci Pierre. Bon, on vient de passer 1 heure ensemble. Pour ceux qui nous rejoignent, donc on est avec Pierre Mastalski qui parle sur Clubhouse au travers de l'avatar de Philippe, qui est conférencier professionnel, entrepreneur, serial entrepreneur, un homme de transformation digitale, homme de commerce, mais surtout qui a traversé l'Atlantique à la rame tout seul, sans assistance, en un peu plus de 40 jours. Il n'est pas arrivé dernier, hein, parce que c'était une course. Il a pas fait ça tout seul. Et en plus, il s'est mis un peu dans le rouge quand même pour pas être trop mauvais. Donc évidemment, vous posez vos questions. Si vous avez des questions sur l'audace, puisque c'est un peu le thème principal de cette conférence signature que développe Pierre en entreprise. Est-ce que, en attendant les prochaines questions, tu peux nous dire les choses essentielles pour toi de l'audace et comment on développe tout ça à notre niveau, à notre petit niveau, sans traverser l'Atlantique, quoi, tu vois? Non, il n'y a pas de. Je pense qu'il y a deux choses importantes en fait pour l'audace. La première, c'est d'avoir une forte intention, une forte envie. Ouais, donc c'est ce qui est, j'irais même presque jusqu'à la conviction. Et il y a un moment, il faut quand même que ce soit ancré, qu'on ait réellement envie de faire les choses. D'où la décision et ce qui découlait tout à l'heure. Et le deuxième, c'est de passer à l'action. C'est-à-dire qu'il y a un moment, à force de se poser ou à trop se poser de questions, il ne se passe rien, quoi. Et que le plus important, en fait, c'est de se mettre en mouvement, puisque la majorité des réponses, on va les trouver en avançant et non pas en se les posant. Donc, tout ce que vous n'avez pas mis en action, en fait, c'est du temps perdu par rapport à ceux qui se mettent en action, quoi. Donc, je dirais que c'est les deux plus importants. À partir du moment où vous avez réellement envie et que vous passez à l'action, voilà, le reste suit. Donc, on a envie, on s'y met, et puis après, on écoute les autres, on travaille en réseau, on y va en bande, et puis on s'organise, quoi. Et donc ça vaut probablement pour de nombreux domaines de vie. J'imagine que tu arrives à nous aider à transposer ça dans nos domaines de vie professionnels, personnels, sportifs, même pourquoi pas amicales, etc., quoi. C'est valable pour tout. Moi, je prends un autre exemple. Après cette traversée, j'ai avec des potes, vous allez dire encore une fois, Pierre boit des coups, mais ouais, on buvait des coups. J'aime bien ça, j'aime bien partager avec les copains, et refaire le monde aussi. Un peu comme des gamins, mais c'est toujours important en fait. Et il y a un des gars qui me dit ah bah tiens, moi j'ai toujours rêvé de faire la diagonale des fous. Et moi à l'époque je disais mais c'est courir aussi longtemps, je trouve ça un peu con, enfin un peu. Mais finalement on a juste décidé de le faire à 3, et donc on s'y est mis, on s'est entraîné, et le plus important ça n'a pas été de la faire. Finalement c'était tout le chemin qu'on a fait ensemble, en partageant des moments, en allant en voiture, à des endroits, en dormant dans des tentes, en s'aidant quand c'était difficile. Et c'est ce partage-là, en fait, qui a été super intéressant.
Et quelque part, les 180 ou les 165 bandes qu'on en fait avec les 10 000 de dénivelé, je ne veux pas dire qu'elles ne sont pas passées crème, mais avec tout ce qu'on avait vécu, ouais, elles sont passées, quoi. Et on en garde forcément que les meilleurs souvenirs, que les bons souvenirs, même s'il y a eu des grosses galères, il y a eu des blessures, il y a eu, quelque part c'est normal, mais on ne garde que ces bons moments-là en fait. Donc on garde ces moments-là, on garde une confiance en soi ou une zone de confort qui s'élargit, on se muscle et du coup on grandit aussi avec ces aventures-là. Je vous propose, puisqu'il y a quand même pas mal de gens dans les rooms là qui posent pas de questions, je vous propose un petit jeu avant de clôturer cette room. C'est ceux qui connaissent Pierre, je vous invite à venir témoigner de quelque chose qui vous semble être audacieux à votre niveau et pour lequel vous n'êtes pas encore passé à l'action, et de venir en réciprocité témoigner auprès de Pierre de cette de cette envie, de ce souhait, de ce rêve peut-être que vous avez enfoui plus ou moins profondément en vous et pour lequel vous n'êtes pas encore passé à l'action, mais juste comme ça pour témoigner de ça et puis pour en parler librement. Donc je vais commencer puisque ça laisse le temps aux autres de réfléchir. Moi, Pierre, tu sais, j'aime à la fois la montagne et le sud, et dans le sud, donc j'ai décidé que maintenant j'allais me mettre à la voile, et donc je suis passé à l'action puisque j'ai eu une occasion. J'ai rencontré quelqu'un qui avait absolument besoin de vendre son bateau rapidement, et c'était un petit bateau, donc sans doute pas très compliqué. Voilà, j'ai jamais fait de voile, j'ai fait de la planche à voile, mais alors ça n'a pas grand-chose à voir avec un voilier habitable. J'ai acheté le voilier sur un coup de tête, ça m'a pris à peu près 10 minutes. Et donc maintenant, mon ambition, c'est de passer 2 mois cet été sur ce voilier, et évidemment de pas rester au port des Ambiers, parce que bon, ce serait quand même un peu triste. Et donc, il va falloir que quand même que j'apprenne à tirer des bouts, à monter des voiles et à naviguer un peu. Donc voilà, mon audace, ce sera probablement cet été. J'espère qu'on boira des coups avant que je quitte et que tu seras celui qui largue mon amarre en me disant bon vent. Je te l'ai déjà dit. Alors moi, j'y connais rien à la voile, mais ça va te rassurer quand je vais te balancer la marre. Mais là, t'as fait le plus dur. En fait, j'ai suivi ton conseil, mais c'est vrai que tes conférences, je les connais depuis un moment déjà, donc je suis passé à l'action. Maintenant, je vais demander de l'aide un peu, je vais essayer de préparer des trucs. On m'a offert 1 ou 2 bouquins. Mais je suis en train de lire des trucs. Moi, je vais rien t'apporter en fait en matière de voile parce que paradoxalement, ayant traversé l'Atlantique à la rame, j'y connais rien à la voile. Mais par contre, je vais te balancer la mare. Ça, c'est sûr. C'est ça. Bon, en même temps, je prendrai de rame. Tu ton bateau, je serai là pour balancer ton amarre. Bon, ça marche. Ouais, mais tu vois, Eric, en fait, si ton objectif, c'est de passer 2 mois sur ton bateau, en fait, c'est le chemin qui va te mener à ça qui est excitant. C'est pas tellement l'objectif en tant que tel. Quand tu seras arrivé à l'objectif, tu vas dire bon bah ok, c'est bon, ça c'est fait. En fait, c'est tout ce chemin en amont qui est super intéressant. Ah ouais, mais je passe des nuits à regarder des tutos à la con sur YouTube, hein, je te le dis. Je dors plus là. J'apprends là. Ah, je connais. J'ai dépassé après, mon. Vas-y, Pierre. Après, YouTube, ça va un moment. Après, passer à l'action, ça veut dire qu'il faut que tu ailles sur ton bateau, il faut que tu ailles sur d'autres bateaux, voilà, faut que tu ailles avec des, voilà, il faut que tu vois un bout de faire les nœuds. Il y a 2-3 trucs quand même qu'il faut aller faire, parce que dans le bateau, c'est un élément mouvant. On est sur donc c'est assez déstabilisant au départ quand on n'a pas la maîtrise de l'ensemble. Il y a une peur de quitter, tu vois. Alors carrément, quand on dit larguer les amarres, c'est pour ça que je dis que ça te rassurait, mais c'est des moments forts. Parce que putain, on part et on est seul, ou peut-être tu seras avec Virginie, mais tu es seul face à toi-même. Tu vois, là, tu sais que donc voilà, c'est un moment important. Donc ça s'est préparé avant. Il faut que tu l'aies fait plusieurs fois avec des mecs, tu vois, qui vont te rassurer là-dessus, qui vont t'apporter les 2-3 billes, les 2-3 conneries qu'il faut pas faire, les trucs importants, pas les détails. Déjà, il faut que tu saches naviguer ce qu'on appelle à toutes les allures et revenir à ton point de départ. En voile, c'est ça le b.a.-ba du truc, quoi. Après, une fois que tu sais naviguer à toutes les allures,
que tu sais prendre un riz, que tu sais prendre des précautions, ça va déjà beaucoup mieux. Mais sur le port, tu vas choper des mecs et tu leur dis venez avec moi, Ah vous allez me ouais. montrer un peu. Hein. Non, j'ai déjà constitué un petit carnet d'adresses de coachs qui vont m'aider. Mais bon, enfin voilà ma prochaine aventure. Alors, il y a Jen qui est montée sur scène. Philippe, tu me dis qu'il y a plus que 3 minutes, on a un problème technique avec Zoom, c'est ça? Ou c'est quoi le Non, sujet? Non? non, le problème, c'est pas du tout un problème technique, c'est que je suis aujourd'hui en Floride dans un studio qui est utilisé pour d'autres raisons professionnelles et il y a une autre conférence qui va démarrer juste après. Donc, c'est la raison pour laquelle on peut pas déborder. D'accord. Ok. En même temps, tu fais plus d'1,85 m. Je pense pas que les mecs ils viennent te faire chier à 3 minutes, quoi. Non, mais c'est pas ça. C'est une question de respect de Non, je l'environnement. Si tu veux bien. plaisante. Bon, donc Jen, puisque tu es monté sur scène, tu auras l'honneur de clôturer cette room avec ton témoignage ou ton intervention à toi, Jen. Merde, alors c'était une question. Vas-y. Je vais faire court. Ce que je trouve compliqué, je suis multi-entrepreneuse et j'adore ça. Par contre, dans ce que tu viens de décrire, ce qui me pose toujours question à l'heure actuelle, c'est le juste ratio par rapport à l'énergie, l'audace qu'on doit mettre pour passer à l'action et l'écoute de son corps qu'on doit avoir. J'avoue que c'est toujours un équilibre. Je suis toujours en recherche de cet équilibre-là. Je prends un exemple. Demain, j'ai une très grosse présentation d'un projet, mon Discube. C'est un truc que j'ai créé. Ça fait 1 an et demi que je bosse dessus à l'arrache. J'ai envie de dire jour et nuit. Je suis au bout du bout de ce que je peux mettre comme fatigue. Mais demain, c'est encore aller chercher de l'énergie pour encore aller remettre. Et à chaque fois, je me dis, allez, je vais aller rechercher ce petit plus. J'écoute pas mon corps. Je cherche ce petit plus pour que ce truc démarre. Et ça va démarrer. Mais à chaque fois, ça démarre un petit peu plus. Mais voilà, je n'arrive pas à trouver ce juste équilibre ou ce moment où je dois arrêter. Donc, je suis preneuse de tout conseil pour En fait, que l'action passe. Voilà. Ouais, dis-toi bien une chose, si tu le fais pas entre guillemets régulièrement, c'est-à-dire que si dans ton, on va dire dans ton planning ou ton agenda, tu te réserves pas des moments pour toi, ils seront toujours pris par d'autres choses. Toujours. Donc peut-être que la première des choses, moi, tu vois, c'est ce que je fais, c'est que je me lève plus tôt et je vais courir. Donc c'est forcément des fois compliqué, mais moi, quand je redescends, ça va déjà mieux. C'est-à-dire que je sais que la journée qui va se passer, même s'il y a des problématiques, des déconvenues, je les aborderai totalement différemment et j'ai été me charger avant, quoi. Il y en a qui ont besoin peut-être d'un peu plus de calme mental. Ça peut être de la respiration, ça peut être un certain nombre de choses. Mais il y a un moment, il faut s'aménager et se réserver des moments pour sa gueule. Voilà. C'est peut-être égoïste ce que je vais dire, mais c'est impossible autrement, sinon tu es absorbé forcément. Si tu as une famille, c'est la famille qui vient se rajouter au reste, et donc forcément tu passes en dernier, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et pourtant, c'est l'essentiel. Pour emmener quelque chose dans la durée, cette énergie, tu as toujours l'impression, et moi je le sais d'autant plus que j'ai failli ne pas passer cette putain de ligne, c'est-à-dire que tu vois, il me restait 1 kilomètre à faire, j'ai mis 5 heures pour le faire, tout mauvais endroit, mauvais moment, tout s'est mal goupillé, quoi. Donc si j'avais pas eu l'énergie nécessaire, je la passais pas alors que j'avais fait 99,9% du job. Donc cette énergie, elle est importante et pour ça, il faut se l'imposer, entre guillemets, il faut s'imposer des plages pour soi et qui sont indiscutables. Oui, en fait, Pierre, j'ai une belle image pour ça. C'est ce qui se passe dans les avions. Quand on te dit s'il y a une dépressurisation, il faut que tu t'équipes du masque à oxygène avant tout, avant d'aider les autres. Et en fait, je pense que l'image, elle est là. C'est que si tu n'es pas en condition toi-même de survivre, tu ne peux pas aider les autres à survivre. Tu ne peux pas aider les autres. Donc, je pense qu'il faut vraiment penser à cette image du max à oxygène dans les avions. Ouais. Bah, merci à tous. Merci, sur ce, je crois merci Pierre pour ton temps, ton témoignage, nous avoir fait rêver, nous annoncer qu'il faut oser, qu'il faut appuyer sur le bouton. Maintenant qu'on est arrivé, faut appuyer sur ce putain de bouton, ok? Allez, puis, merci Pierre. Reviens quand tu veux dans nos rooms de 18h30, cher ami, tu es le bienvenu évidemment. Pas de problème, merci. Je voulais aussi remercier Eric pour l'organisation et Philippe qui depuis la Floride est quand même là. Merci. Absolument. Et merci à vous toutes et tous.
À Allez, très bientôt ciao. à tous. Bonne À soirée à demain. tous. Merci. À bientôt. Ciao, ciao, à demain pour la suite.